adopté. Le 4, pardonnez-moi, Monsieur Bompard. Oui, merci, Monsieur le Président. L'expression « interdire par tout moyen » est conforme à l'autoritarisme le plus absolu. Votre gouvernement recourt là à la censure comme tous les totalitarismes le font toujours. N'a-t-on plus le droit de penser, d'exprimer de pensée, surtout lorsqu'elle est fondée sur des faits avérés? Vous êtes en train de nous enlever le droit d'évoquer toutes les facettes d'une réalité. Et la réalité, la voici. Vous défendez un droit, et à ce titre, vous défendez la volonté de le faire connaître. Ce que je réclame, c'est encore d'avoir le droit d'évoquer l'autre facette de cette réalité, celle de ses dangers. Est-ce si scandaleux? Lorsque le droit contredit la nature, il me semble qu'il est légitime de pouvoir avoir le droit d'informer les femmes des risques encourus. Laissez la possibilité aux femmes de choisir. Pour choisir, il faut avoir le choix. Cela implique de pouvoir entendre différents points de vue objectifs. L'association Choisir la vie risquerait avec votre loi 2 ans de prison pour permettre aux femmes de discuter avec des psychologues. Voilà où nous allons. Merci. Avis de la Commission sur le 4, Madame la rapporteure. Défavorable, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Le 6, Monsieur Bompard. Cette mention est supprimée car les moyens de communication publique par voie électronique impliquent que des messages puissent être réceptionnés dans les boîtes mail des personnes. Or, si une telle intrusion dans la vie privée est acceptée pour le planning familial, pourquoi d'autres institutions, groupements, etc., avertissant des risques de l'avortement, devraient subir un traitement différent? La gauche irait-elle à l'encontre de la liberté d'expression qu'elle défend par ailleurs, paraît-il, avec tant de passion? Vous remarquerez tout de même mon effort de neutralité lorsque je parle des risques de l'avortement. Ces risques, en réalité, n'en sont pas, ils sont des faits. Outre les risques de répression, une étude de l'hôpital universitaire d'oncologie de Tianjin en Chine révèle que le risque de développer une tumeur du sein est 44 fois plus important après un avortement. Les femmes le savent-elles? Ou cette information est-elle censurée? Quand sur le site internet du gouvernement, vous parlez de fragments de grossesse, c'est vous qui insultez la vie. Merci. Merci. Avis de la Commission. Défavorable. Madame la Ministre. Je mets donc aux voix le 6 qui est pour, contre, rejeté. Le 5, Monsieur Bompard. Je demande ici que tous les sites subissent le même traitement, que les informations prosélytes non argumentées puissent être sanctionnées de la même façon, quel que soit le point de vue défendu. Or, le fait d'énoncer simplement le droit à l'avortement ne traduit pas une argumentation en soi. Une argumentation doit répondre à la question « pourquoi ?» Pourquoi recourir à l'avortement? Pourquoi ne pas recourir à l'avortement? Le planning familial énonce comment recourir à l'avortement, mais pas pourquoi. Il devrait donc être sanctionné. Les différents canaux de communication qui participent à une politique de prévention de l'avortement argumenté ne font qu'honorer la dignité de la femme puisqu'ils honorent la liberté de conscience de toutes les femmes, de toutes les mères. Au lieu d'être regardés avec suspicion, ils devraient être remerciés. D'ailleurs, de Charlie Hebdo à la Conférence des évêques de France, toute la société civile s'indigne de votre totalitarisme. Merci. Avis de la Commission sur le 5. Défavorable. Même chose. Défavorable. Je mets aux voix le 5 qui est pour, contre, rejeté. Madame Coutel pour le 37. Oui, c'est un amendement de précision qui s'ajoute à celui que j'ai pris tout à l'heure. Pardon. Donc, il s'agit, comme nous englobons maintenant l'ensemble du délit d'entrave, nous proposons de supprimer évidemment par tout moyen de communication, de le remplacer par tout moyen. Madame la rapporteure, simplement, pour le bon usage, quel est l'avis de la Commission également? Parce que là, pour le moment, c'est un amendement personnel. Alors, la Commission, ça n'a pas été vu à la Commission, donc je lui donne un avis favorable. Mérite d'être dit. Madame la Ministre. Favorable. Accepté par la Commission à partir de 88. Excusez-moi. Je mets le 37 aux voix qui est pour, contre, adopté. Le 7, Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Le fait d'interdire de transmettre des informations relatives au risque de l'avortement revient à brimer la liberté d'expression de toute personne sensible à la protection de la vie.
Il est donc intéressant de noter que le gouvernement trouve légitime de promouvoir l'avortement au nom de la liberté de la femme, de son émancipation, pour reprendre le terme consacré par la gauche. En revanche, l'émancipation qui permettrait à la femme de résister au matraquage de la pensée unique que le gouvernement véhicule est considérée comme mauvaise au point qu'elle se voit restreindre toujours plus. C'est intéressant et regrettable car alors vous considérez si peu la femme que vous orientez son émancipation. Vous prônez l'émancipation, assumez-la. Laissez les femmes libres de s'informer et de transmettre leurs informations. La présidente de la Commission des affaires sociales a dit devant nous que les enfants non désirés devaient être suivis psychologiquement. Vous êtes dans la ligne des heures les plus sombres de notre histoire. Sur le 7, avis de la Commission. Défavorable. Madame la ministre. Monsieur Poisson a la parole. Pardon d'avoir l'esprit d'escalier, c'est pour demander une précision à Madame le rapporteur. J'ai été pris par la vitesse du débat tout à l'heure. Quand vous supprimez, Madame le rapporteur, dans votre amendement précédent, dans l'article, la mention de communication au public, est-ce que vous entendez que même dorénavant, les conversations privées seront l'objet de votre loi? Madame la rapporteure. Non, Monsieur Poisson, c'est pour viser les entraves physiques. Donc nous visons, parce que si vous regardez la manière dont est écrit l'article maintenant dans le Code de la santé, tel qu'il est modifié, est puni, je vous le lis parce que, comme on a fait 2 ajouts, est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher, de pratiquer, de s'informer sur une interruption de grossesse, les actes préalables prévus à l'article 2212-3 et 2212-8. Par tout moyen, donc c'est là où on enlève d'informations, par tout moyen, y compris en diffusant, transmettant par voie électronique ou de ligne, des allégations, des indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse. Et ensuite, il y avait 2 alinéas qui avaient été déjà inscrits dans le Code, que nous ne modifions pas, soit en perturbant l'accès aux établissements, comme dans la suite de l'article viennent aussi les entraves physiques, on a mis par tout moyen, et pas seulement par tout moyen de communication. Donc, soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements, soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, des menaces. Je précise que ces pressions morales ou psychologiques sont dans la loi depuis longtemps, donc des entraves morales ou psychologiques sont déjà dans le Code pénal depuis longtemps. Merci. Donc, je mets aux voix le 7 qui est pour, contre, rejeté. Le 8, Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Trop souvent accusé d'être un faiseur de troubles, j'aurais presque envie d'aller dans votre sens lorsque vous voulez sanctionner les allégations. Cependant, comme ce terme peut prêter à confusion, puisque selon les définitions, il évoque une affirmation étayée ou non, ou encore une affirmation considérée comme mal fondée ou mensongère, je demande la suppression de ce mot. Si ce terme était maintenu, il risquerait d'entraîner la sanction d'informations objectives et argumentées. Or, j'imagine que vous ne voulez pas aller jusque-là. En effet, ne pas faire part d'une information qui pourrait protéger l'intégrité physique et mentale des femmes irait a priori à l'encontre de l'attention toute particulière que vous prétendez porter à ces dernières. Si vous légiférez sur les allégations, vous en revenez à la loi des suspects. Merci. Le 57, Monsieur Moreau. Oui, je suis moi aussi favorable à la suppression de ce terme allégation parce qu'il est très imprécis et il a du mal en fait à nous convaincre de la réalité de l'entrave qui pourrait faire obstacle au libre exercice de la liberté des femmes de recourir à une interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs, c'est le vrai sujet. Où avez-vous vu que la liberté des femmes était entravée? Nous sommes à 220 000 interruptions volontaires de grossesse en France, 100 000 en Allemagne, et donc 14 pour 1000 en France et 7 pour 1000 en Allemagne. Il n'y a pas en réalité d'entrave à la liberté des femmes de recourir à un IVG. Et donc, votre proposition de loi est sans fondement, sans objet sur ce qui est de l'entrave. Avis de la Commission. Sur le mot allégation. Mais
le mot allégation est une affirmation ou une assertion considérée comme mal fondée ou mensongère. Chacun est libre de ses allégations. Chacun peut prononcer des allégations. En revanche, lorsqu'elle est présentée comme une vérité scientifique, et surtout lorsqu'elle est utilisée pour harceler ou manipuler, elle est punissable. C'est ce que nous visons. Madame la ministre, même avis. Oui, le mot allégation existe dans de nombreux codes et sans que jamais la Cour de cassation n'ait eu à y trouver à redire. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude juridique à avoir sur l'usage du mot allégation. Donc, avis défavorable. Je mets donc aux voix ces amendements identiques 8 et 57. Qui est pour? Contre? Rejeté. Le 9, Monsieur Bompard. L'écriture d'un article de loi nécessite d'être précis dans les termes employés. Dans le cas contraire, une interprétation trop large viendrait à dénaturer le sens des termes utilisés, ce que vous ne voulez certainement pas. Ainsi, je recommande de qualifier les indications en cause en les restreignant à celles qui ne sont pas objectives. Si cette précision n'était pas faite, cela reviendrait à se placer dans un système non seulement de désinformation, ce qui est acquis, mais plus encore de censeur digne d'un système totalitaire. Vous qui avez voulu briser les chaînes des femmes, je vous recommande de faire extrêmement attention à ne pas enchaîner celles que vous dites protéger au danger de la vérité. Je vous enjoins de ne pas commettre de crimes historiques de l'enchaînement de la France à la prohibition de la défense de la vie. Merci. Avis des commissions. Défavorable. Même avis du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Le 56 rectifié, Monsieur Gosselin. Oui, Monsieur le Président, l'essentiel était bien la suppression de l'article 1 pour son caractère général et absolu. À défaut d'avoir obtenu gain de cause, évidemment, et on sent bien l'unité de la majorité sur ce point, c'est un amendement qu'on pourrait qualifier de repli rédactionnel et qui vise à remplacer un certain nombre de termes par d'autres pour garantir une information complète et qui ne porte pas atteinte à la liberté d'expression, ce que ne fait pas le texte en l'état. Merci. Madame Coutel. Défavorable. Madame la ministre. Je trouve que la rédaction de la proposition de loi est infiniment plus exigeante et donc protectrice que la vôtre. Donc, avis défavorable justement au nom de la protection de la liberté d'opinion et d'expression. Je mets aux voix le 56 rectifié. Madame Le Callennec, pardonnez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a quand même un problème avec cette intentionnellement en erreur. Qu'est-ce qu'on met derrière la mention de « en erreur » Je vous disais, Madame la Ministre, que quand on consulte le site officiel du ministre de la Santé, on y lit que la majorité des études scientifiques sérieuses qui ont été publiées montrent qu'il n'y a pas de séquelles sur le site. Vous avez rappelé tout à l'heure, Madame la rapporteure, vous êtes référée à une scientifique qui a exposé une opinion qui va dans le même sens, mais on peut aussi vous citer des exemples de scientifiques qui disent exactement l'inverse. Juste une remarque. Depuis que j'ai dit ça, il semblerait que le lien vers ces fameuses études scientifiques qui prouvent qu'il n'y a pas de séquelles serait aujourd'hui inaccessible. C'est quand même qu'il y a un petit sujet. Madame Coutel. Je ne peux pas vous dire que je vous ai délivré une opinion scientifique. Je vous ai délivré, vous pourrez aller la regarder, on la trouve facilement sur Internet, une étude de Madame Laurence Esterlé, directrice de recherche à l'INSERM, qui n'a pas fait une étude, qui a fait la totalité de la synthèse des études qu'elle a vues dans des revues scientifiques et qui analyse toute la littérature qui a pu paraître, alors sur un point particulier qui est le traumatisme post-IVG. Et elle analyse les résultats, la composition de l'étude, savoir si l'échantillon est valable, etc. Et c'est tout. Et donc elle traduit le fait qu'on ne peut pas dire de toutes ces études qu'il y ait un traumatisme. Il n'y a aucune étude de celles qui sont scientifiquement valables qui le prouve. Voilà ce que j'ai dit. Merci. Monsieur Dubic a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame le rapporteur, vous nous dites en fait que la cohorte ou les cohortes des études par rapport à la méta-analyse que vous citez n'était pas suffisante pour trancher et donner une conclusion. Mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire prouve exactement l'inverse également.
personne ne peut trancher. Donc cela signifie que lorsque vous niez la possibilité qu'à distance, parce que souvent dans l'esprit humain, on le voit avec ce qu'on appelait autrefois les névroses de guerre, le PTSD maintenant, c'est à distance que peuvent arriver les troubles. Quand vous nous dites sur le site officiel qu'il n'y a pas de trouble, cela fait partie aussi de l'erreur. C'est exactement la conclusion que vous venez de dire dans une méta-analyse. Je mets donc aux voix le 56 rectifié, qui est pour, contre, rejeté. Le 10, Monsieur Bompard. Oh. Monsieur le Président, la recherche de la vérité... Je m'en doutais un peu, objectivement, mais c'est vrai qu'il vaut mieux le dire. Alors, le 10, Monsieur Bompard. La recherche de la vérité est un vaste programme, surtout en politique. La vérité, l'erreur, qui définit la vérité et le mensonge? Sont-elles des réalités? Personnellement, je ne crois pas qu'il soit légitime que le pouvoir de l'Assemblée s'étende jusque-là. Au contraire, il me semble que le législateur serait imprudent de parler d'erreur, car cela oriente volontairement, ab initio, la pensée des personnes. Or, pour un gouvernement qui se fait le porte-parole de la pensée libre, penser ab initio est contraire à son éthique. C'est pourquoi il semble plus opportun de parler d'indication de nature à dissimuler une information. La dissimulation de l'information est objective, sa sanction l'est alors tout autant. Elle peut par exemple frapper aussi bien des sites internet en faveur de l'avortement comme ceux qui visent à en prévenir les méfaits. Il y a donc égalité. Vous devez sortir même de la neutralité pour en revenir à ce constat. L'avortement est un drame, nous devons chercher à le prévenir et normalement nous devrions tous chercher à le prévenir. Commission, Madame la rapporteure. Défavorable. Avis du gouvernement. Alors, Madame la ministre, vous aviez donné l'opinion sur 56, puisqu'il s'agissait, vous savez, de l'amendement Gosselin. L'opinion avait été bien sollicitée et bien donnée. Il n'y avait pas de difficulté. Je mets au voie le 10 qui est pour, contre, rejeté. Monsieur Fromentin, Monsieur Dhuicq pour le 30. Oui, Madame la ministre, vous parlez de désinformation. La désinformation est une technique qui consiste à inonder un adversaire de fausses informations. Beaucoup de gouvernements l'utilisent. C'est régulé dans tous les médias. Nous avons même aujourd'hui une très forte désinformation sur ce qui se passe dans une partie de l'Europe aujourd'hui. Et on peut dire même que le texte que vous avez voté ce matin, que votre majorité a voté, qui est encore une extension supplémentaire de l'OTAN, est fondée en fait sur une relative désinformation américaine. Donc si vous voulez intégrer dans votre loi et châtier uniquement la désinformation qui cherche à dissuader, l'amendement vous propose de supprimer les deux mots qui emploient le terme de dissuader, puisque c'est assez redondant avec votre raisonnement. Donc nous proposons une simplification de votre loi, Madame la ministre. Amendement identique, le 55, Monsieur Gosselin. Oui, ça sera un amendement de repli, mais j'aimerais bien, et ça aurait pu être un vrai débat et plus stimulant sans doute encore que celui-ci, j'aimerais bien qu'en France, on fasse comme en Allemagne, comme en Italie, une véritable politique d'alternative, une politique de l'accueil de l'enfant, ce qui permettrait réellement de faire baisser les chiffres, de l'avortement. Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire tous les ans de donner des statistiques qui sont toujours à peu près les mêmes, entre 200 et 220 000 avortements, alors que dans d'autres pays, on a su faire diminuer ces avortements de 50% en quelques années, parce qu'il y avait une volonté, une politique très claire qui laissait le choix aux familles. Mais est-ce un choix? Est-ce un vrai choix éclairé, librement éclairé, lorsqu'il n'y a pas de moyens mis à disposition, lorsque le discours est plutôt à sens unique et qu'en réalité, on stigmatise d'une certaine façon la femme qui garde son enfant? Si, alors, sur ces amendements identiques, Madame la rapporteure. Monsieur Gosselin, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de politique familiale en France. On a des études européennes qui montrent que l'on a la meilleure
enfin politique familiale. Vous voulez qu'on se compare avec l'Allemagne? Ben moi, je vous assure, je ne souhaite pas être une femme allemande. Je ne souhaite pas être... Alors ça, effectivement, ça, si c'est ça le modèle que vous nous donnez, moi, je m'en passe. Donc, arrêtez de déplacer le sujet sur une... vous venez de nous dire qu'il n'y a pas de politique familiale, c'est pour ça que les femmes avortent. Deuxièmement, ce que vous oubliez... Laissez-moi répondre. Vous venez de nous dire... Vous venez de nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de politique familiale en France que l'avortement ne baisse pas. J'ai entendu ça. Je ne sais pas. Ou alors, nous avons entendu ça. Bien. Deuxièmement, Monsieur Gosselin, vous oubliez, et nous savons tous ce chiffre, que 40% des femmes qui pratiquent un avortement sont sous contraceptif. 40% des femmes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la contraception a échoué chez elles. Ça veut dire qu'elles étaient à un moment où elles ne souhaitaient pas avoir de grossesse, où elles ne souhaitaient pas avoir d'enfants, et que ce moment-là, eh bien, est arrivé pour une raison X ou Y, et qu'on n'a pas à juger. Et donc, elles sont en demande d'IVG. Et à ce moment-là, si elles vont sur les sites dont nous parlons, elles sont des informations qui sont faussées, qui ont des allégations, qui sont de la dissuasion. Donc on revient à notre débat, c'est un délit d'entrave. Défavorable. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, défavorable également. Vous avez la parole. Monsieur Gosselin, j'essaye de comprendre ce que vous ne nous dites pas et que vous voudriez dire, mais que vous n'arrivez pas à dire pour autant. Parce que vous évoquez quoi? Je reprends vos propos. En France, nous aurions un nombre d'IVG supérieur à d'autres pays qui ont par ailleurs un taux de natalité très inférieur au nôtre aussi, hein, quand même. Ne perdez pas ça de vue. Et parce que nous n'aurions pas la politique de l'accueil de l'enfant qu'auraient les autres pays européens que vous avez cités, c'est-à-dire l'Italie et l'Allemagne, et parce qu'on stigmatiserait les femmes qui gardent leur enfant. Alors je vais essayer de démêler tout ça et de répondre sérieusement. En ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, il se trouve que je connais bien mes deux homologues, et d'Italie et d'Espagne, pour une bonne raison, c'est que quand on est ministre des Familles en France, on a aussi une fonction annexe, un peu internationale, qui consiste à être un peu consultant des autres pays européens qui viennent nous demander comment faites-vous pour avoir le taux de natalité le plus élevé d'Europe? Quelle est votre politique familiale? Quelle est votre politique familiale? Comment faites-vous? Et pour avoir discuté avec mes deux collègues, je crois avoir entendu l'un d'entre vous répondre c'est à cause de l'immigration. En ce qui concerne l'Allemagne et l'Italie, je ne crois pas que ce soit le bon élément de comparaison. Ces pays accueillent aussi des migrants et donc intègrent aussi dans leur taux de natalité un taux de natalité lié aux migrants. Donc ce n'est pas le bon argument et je ne discuterai pas du fond de cet argument. Par ailleurs, je promets, on va s'en tenir au sujet sérieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette politique de l'accueil que nous n'avons pas? Nous avons la politique familiale la plus généreuse à l'égard des familles. 900 € de prime de naissance dès le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, autant d'enfants. Nous avons des allocations familiales, nous avons des crèches, nous avons tout ce que les pays européens nous envient. Et en particulier, et je réinsiste là-dessus, vous citez des pays européens qui ont un taux de natalité inférieur au nôtre. J'ai eu la même discussion avec mon homologue polonaise au mois de juin. Et je lui ai expliqué, voyez-vous, en France, nous avons tout à la fois un taux de natalité bien supérieur aux autres. La Pologne, encore un pays qui s'inquiète sur son taux de natalité et qui nous demande comment fonctionne la politique familiale française. Et pour autant, nous avons, contrairement à vous, le droit des femmes à l'IVG qui est garanti. Donc, qu'est-ce que vous entendez par la politique de l'accueil de l'enfant? Ce n'est pas la politique familiale, vous visez autre chose. Vous visez quoi? Concrètement, en fait, une femme devrait venir à la caisse d'allocation familiale, parce que c'est les CAF qui sont chargés de la politique familiale, et elle dirait, voilà, j'attends un bébé, j'hésite à le garder, qu'est-ce que vous me proposez? Et la caisse d'allocation familiale va lui répondre, voilà madame, la liste des prestations, elle va lui répondre ça, auquel vous aurez droit si vous avez un enfant. Quelle autre réponse pourrait-elle lui faire? J'aimerais que vous nous disiez exactement ce que vous évoquez dans cette histoire de politique de l'accueil, au-delà de la politique de l'accueil de l'enfant, dans toutes les familles.
et indépendamment des questions que les femmes ont pu se poser ou les familles se poser ou non sur l'arrivée de cet enfant. Par ailleurs, mon avis est défavorable sur cet amendement. Ah oui, par ailleurs, il est défavorable pour une autre raison, c'est que vous proposez de supprimer dans un but dissuasif. Et c'est moi ou c'est Madame Coutel, c'est la commission qui sommes accusés d'être liberticides. Mais si on enlève dans un but dissuasif, là, effectivement, le simple fait d'émettre une opinion sur l'IVG pourrait effectivement être poursuivi. Moi, je ne souhaite pas empêcher les gens qui sont hostiles à l'IVG de s'exprimer. Je souhaite simplement qu'ils cessent d'émettre des allégations mensongères dans un but dissuasif. Cette formule que vous souhaitez enlever de l'article est indispensable. Et je pense que si vous le faites, c'est parce que vous savez qu'elle est indispensable pour la constitutionnalité de l'article. C'est donc parce que vous visez autre chose que l'intérêt des femmes ou du droit. Merci. La parole est à Madame Maréchal Le Pen, puis Monsieur Cavard et Monsieur Gosselin. Oui, c'est quand même intéressant parce que depuis tout à l'heure, vous nous expliquez qu'il y a quand même des conditions cumulatives, très restrictives pour que le juge puisse aller vers une censure. Parmi ces conditions, il y a le fait que les informations soient mensongères. Et puisque vous revendiquez le fait que la politique gouvernementale soit neutre, ça veut dire qu'elle ne cherche pas à inciter la femme à garder son enfant ou à l'inverse, passer par une IVG. Et donc, à ce titre, elle s'en tient à des informations objectives. Puisque telle est soi-disant votre position, ce qui n'est évidemment pas le cas, en particulier sur le site du gouvernement, pourquoi vous refusez-vous à faire en sorte que les informations mensongères, mais qui seraient de nature incitative, soient exclues de ce texte? Objectivement, vous n'avez pas apporté de réponse à cette question. Merci, Monsieur Cavard. Merci, Monsieur le Président. Juste parce qu'on n'y reviendra pas, à mon avis, d'ici la fin, mais il y a un débat caché sous le fond de ceux qui sont pour ou contre, effectivement, la possibilité d'accéder au droit à l'IVG sur un débat des libertés publiques. Moi, je voudrais juste quand même interpeller un certain nombre de nos collègues sur cette question, sur le fait qu'on est aussi dans les travaux parlementaires à travailler sur ces sujets au-delà de l'IVG. Vous le savez très bien, pour un certain nombre, notamment de sujets concernant des sites qui font aujourd'hui du prosélytisme sur les questions de religion radicale, etc. Avec les limites, effectivement, sur jusqu'où le droit, la liberté, etc. Vous le connaissez, ce débat, et un certain nombre d'entre vous, même, vont beaucoup plus loin que nous. Parce que les grands défenseurs, je l'ai dit tout à l'heure, des libertés que vous êtes, sont les premiers, eux, à aller, là, pour le coup, sur ces sujets-là, à aller très loin, la plupart du temps. Beaucoup plus loin que l'encadrement de ce texte, et c'est rappelé par la ministre ou la rapporteure, qui cadre bien, justement, depuis tout à l'heure, qu'on laisse libre le débat de fond sur ce sujet, mais qui traduit dans le cadre d'un délit, et quand on dit délit, les spécialistes de droit le savent, ça veut dire qu'on a le droit de se défendre. C'est-à-dire que si un site se retrouve pris par rapport à ce délit, droit à la défense oblige, il y aura à prouver un certain nombre d'éléments qui sont dans ce texte. Donc c'est pour ça que je vous appelle vraiment à réfléchir et à être honnête sur ce débat. Pour celles et ceux qui défendent des fois beaucoup plus, c'est-à-dire en gros le simple fait de dire son opinion sur des sujets très sensibles, pour parler un chat d'islam radical, de tout ce qui est autour effectivement de dangers potentiels. Je ne parle même pas de faits là, je parle d'opinion. Vous êtes les premiers à dire délit automatiquement, parfois enfermement, parfois même suppression du site. Et puis là, tout à coup, la liberté reprend le dessus, on n'a plus le droit. Voilà. Donc je vous interroge vraiment, et puis très sincèrement, sur la dichotomie qui existe par rapport à ce sujet, parce qu'une fois de plus, ce texte justement évite d'aller trop loin et laisse libre pour le coup le débat d'opinion sur la question de l'IVG qui sera prouvé au niveau de la justice. Monsieur Gosselin, la parole. Oui, quelques mots en réponse à la rapporteure. Madame la rapporteure, vous avez très bien compris dans quel cadre j'évoquais la politique familiale. Ce n'est pas tant la politique familiale générale, je dirais, qui est en cause, que celle dont nous parlons ici. J'y reviens dans quelques instants. D'abord, quelques mots sur la politique familiale. Je constate que depuis quelques années, cette politique familiale est réellement massacrée. Et comme par hasard, le taux de natalité baisse, en effet, en France. Mais je pense qu'il y a bien un lien de cause à effet. En effet, à chaque fois que la politique familiale est abîmée dans ce pays, eh bien, ça se traduit par un taux de natalité inférieur. Ceci étant, et pour répondre à votre interrogation, mon propos, en effet, était clairement de faire un lien entre
pour une part, l'avortement, oui, le recours à l'IVG, et des critères économiques qui ne permettent pas l'accueil de l'enfant. On a un sondage IFOP qui est très clair sur le sujet. 47% des femmes qui auraient eu recours à l'IVG l'ont fait pour des raisons économiques. Ce qui montre bien que s'il y avait une information particulière, que s'il y avait des aides particulières, une prise en compte particulière d'un certain nombre de femmes qui souhaitent avorter, et encore une fois, je ne porte pas de jugement là-dessus, eh bien, la décision finale serait sans doute différente dans 47% des cas. Quand bien même on tomberait à 10 ou 12%, peu importe les chiffres, ça veut dire que ce que je dis est réel et vous ne pouvez pas le contester. Monsieur Bompard. Le problème que l'orateur socialiste soulevait est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, il n'y aurait pas de débat si on offrait aux femmes l'ensemble des alternatives et si l'information était objective. Or, aujourd'hui, l'information n'est pas objective. Celle que donne l'État n'est pas objective. Elle ne montre qu'une facette du problème. Et par ailleurs, normalement, l'État doit non pas se soucier d'apporter un traitement au dernier moment, mais doit promouvoir des traitements de fond. Or, qu'attendent les femmes? Les femmes, elles attendent qu'on les aide quand elles ont des problèmes, qu'on les aide non pas à se débarrasser de leur enfant, mais qu'on les aide à accueillir cet enfant. Et tout le débat est là. Vous voulez vous débarrasser des problèmes en les faisant avorter. Nous voudrions qu'elles enrichissent la nation en accueillant les enfants, en leur permettant de se développer harmonieusement. Ce sont deux positions radicalement opposées parce que vous allez à la solution la plus facile et nous pensons que les femmes ont droit à des solutions beaucoup plus affinées et beaucoup plus soucieuses de leur intérêt. Je mets donc en voie ces amendements 30 et 55. Et qui est pour? Contre? Rejeté. Le 11, monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Lorsque la présente proposition de loi vise à sanctionner finalement toute information relative à l'avortement qui aurait un but dissuasif, cela implique qu'elle n'autorise à contrario que les informations qui visent à promouvoir l'avortement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a donc un paradoxe dans l'esprit de cette loi. Vous parlez de liberté et pourtant, vous ne voulez pas permettre que des individus puissent avoir à cœur de permettre aux femmes de réfléchir de manière dépassionnée et objective à l'acte qu'elles s'apprêtent à poser et dont vous voulez qu'elles se débarrassent d'ailleurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi seule la voix de la promotion de l'avortement doit-elle être entendue? Pouvez-vous nous expliquer comment avons-nous pu arriver à un tel degré d'absurdité? Alors oui, je réclame le droit à une information objective. Ayez davantage confiance en celle que vous défendez. Si le droit à l'avortement coule tant de sources, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre des voies alternatives. C'est ça le problème. Je vous remercie. Merci. Défavorable, commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Le 14, M. Bompard. Merci, M. le Président. À une époque où, pour énoncer un concept simple, certains s'astreignent à user de paraphrases pour tromper le lecteur, il est temps de nommer les choses selon leur réelle nature. Il est temps d'employer les mots justes. Et si le concept défendu est honorable, alors pourquoi diluer son essence à travers une succession de mots abscons? Nous pourrions faire un test simple en interrogeant des femmes qui ont eu recours à l'avortement. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Bonjour, j'ai procédé à l'interruption volontaire de ma grossesse ». Pour faire accepter votre posture, ce geste est maquillé derrière une abréviation IVG. L'effet est radical, le terme se vulgarise au même titre que le geste qu'il implique. Je réclame le droit de nommer un avortement comme tel. Je réclame le droit que soit expliqué à tous la nature réelle de l'avortement et l'ensemble de ses conséquences. Merci. Défavorable, commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Monsieur Dhuicq pour le 31. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement d'équilibre, Madame la Ministre, qui est destiné à rétablir l'équilibre entre les pour et les contre. Vous avez, Madame la rapporteure, qui a cité une méta-analyse, dont je rappelle que les conclusions sont claires, puisqu'elles mettent en cause à la fois les arguments des deux côtés.
Mais sur la natalité, nous avions eu à l'instant un débat, c'est très intéressant. Je vous encourage, Madame la Ministre, à lire un excellent écrivain qui ne doit pas être traduit en français, qui s'appelle Matt Ridley, qui rappelle sur la natalité que les autorités chinoises commencent à se rendre compte que leur politique de l'enfant unique n'a rien résolu et que la vraie question sur la natalité, c'est le développement économique et que la baisse de fécondité est liée au développement économique. Ce serait très intéressant d'ailleurs que le gouvernement se penche et les gouvernements futurs sur cette question pour gérer les flux migratoires qui seront résolus uniquement par le développement des pays d'origine. Et ce que je vous dis est assez intéressant parce que ça rejoint aussi ce que vient de dire M. Gosselin. Nous savons pertinemment qu'à peu près la moitié des décisions sont liées à des critères économiques chez les femmes. Ce qui veut bien dire que nous ne sommes pas là dans des événements de vie qui ont trait à des situations d'âge, qui ont trait à des situations de violence éventuellement ou de grossesse non désirée. Et je trouve assez paradoxal d'appartenir à un gouvernement qui, depuis le début du quinquennat, n'a cessé de matraquer fiscalement les Françaises et les Français, de détruire les avantages fiscaux pour les familles et de détruire la politique nataliste parce que la politique nataliste française était fondée non pas sur les classes ou les différences économiques, mais bien sur l'ensemble de la population française. Et à terme, je pense qu'il sera raisonnable que nous ayons enfin des statistiques objectives qui nous montrent qu'en réalité, la démographie française est exactement la même que celle de l'Allemagne. Le flux migratoire compense la baisse de natalité, Madame la Ministre. Merci. Donc, sur le 31, avis de la Commission. Favorable. Oui, Madame la Ministre, défavorable. Je mets aux voix qui est pour, contre. L'amendement est rejeté. Le 63, Monsieur Moreau. Défendu, défavorable Commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Le 32, Monsieur Bompard. La recherche d'objectivité est d'autant plus fondamentale que le sujet est sensible. Tel est le but de ce nouvel amendement. L'humanisme médical constitue l'un des fondements séculaires de la relation de respect et de confiance entre soignants et soignés. À ce titre, informer de façon claire, loyale et appropriée est une obligation impérieuse de la part du médecin. Si donc le médecin est ainsi lié au patient, il est bien naturel que les informations relatives aux conséquences médicales puissent être relayées largement par tous les canaux d'information. Ce que je demande là, encore relève du bon sens, relève de l'objectivité, relève de la liberté, relève du devoir le plus strict, le devoir d'assistance à personne en danger. Vu vos déclarations, l'objectivité contre l'idéologie de la mort, c'est un combat intéressant à mener. Merci. Défavorable Commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Monsieur Bompard pour le 13. La dynamique de ce nouvel amendement que je soumets à la sagesse de l'Assemblée est identique à celle de l'amendement précédent, celle de la recherche d'objectivité. Cette quête a pour seul but de purifier la loi de toute emprise idéologique, si cela est encore possible. Ce but doit être atteint au nom du bien commun. Ce but doit être atteint au nom du bien commun, au nom du droit des femmes de disposer librement de leur raison. Il est bien qu'elles disposent de leur corps, il est encore mieux qu'elles disposent aussi de leur raison. Il ne s'agit pas d'une bataille de droite ou d'une certaine droite contre la gauche. Il s'agit d'une cause que nous devrions tous défendre, celle du droit de penser. On pourrait même ajouter celle du devoir de penser. Celle du droit de penser alimentée par différentes informations complémentaires pour définir plus précisément une réalité. C'est pourquoi je réclame à nouveau davantage d'objectivité. En effet, les sites gouvernementaux sont délaissés parce qu'ils mentent, parce qu'ils dissimulent, parce qu'ils sont partiels. Merci. Sur le 13, défavorable. Très défavorable. Gouvernement également. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Le 15, Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Puisque je réclame plus de transparence, plus d'objectivité, pour que les femmes puissent disposer librement de leur raison, j'en viens tout naturellement à réclamer que ce que vous appelez délit d'entrave soit appliqué également ou de façon égalitaire, comme il vous plaira de le comprendre. C'est pourquoi il me semble impératif que toute dissimulation d'informations relatives aux conséquences des avortements soit punie de la même façon que toute information calomnieuse.
Notre quête commune de justice et d'équité ne peut, il me semble, que nous permettre de nous accorder sur ce point. Je vous demande donc de recevoir favorablement ma demande d'amendement. Si vous ne le receviez pas, j'en conclurai que vous êtes toujours affilié aux responsables, mais pas coupables, de sinistres mémoires pour d'autres dossiers. Merci. Défavorable, commission, du gouvernement. Je mets aux voix le 15 qui est pour, contre, rejeté. Le 16, M. Bompard. Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste a déjà mis en œuvre tout un arsenal juridique pour condamner tout lanceur d'alerte qui contreviendrait à sa vision de l'avortement. Il est désormais interdit de dire à une femme qu'elle peut conserver la vie de son enfant à naître. Il est désormais délictueux de lui faire entrevoir les séquelles potentielles provoquées par la pilule abortive. Le renforcement du délit d'entrave à l'avortement est inutile en même temps qu'il est vain. Vain parce qu'il ne se cantonne qu'à une acception militante de l'avortement. Qu'un docteur qui tend à une femme enceinte des chaussons d'enfant soit condamné au tribunal prouve l'inanité d'un tel délit. Condamner la promotion de la vie est désormais une insubordination. Une telle perspective mortifère et malsaine pour la cité. C'est pourquoi je propose dans cet amendement de créer un délit visant à condamner tout promoteur de la culture de mort. Dans l'esprit du délit d'incitation à l'avortement qu'avait défendu Mme Veil en 1974 et que Martine Aubry en 2001 a cru bon de le supprimer. Devant votre radicalisation idéologique, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger les familles et les femmes de France. Merci. Défavorable, commission, gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Je mets aux voix l'article unique qui est pour, contre, adopté.